Merci de votre présence. Bienvenue sur le premier webinaire de Noya Security qui porte sur NIS 2. Donc, la présentation, le webinaire va se découper en fait en plusieurs parties. On va déjà commencer par se présenter, vous présenter notre vision de la cybersécurité, ce qu'on a mis en place avec Noya Security. Ensuite, il y aura une grosse partie sur le contenu éducatif autour de la directive du règlement NIS 2. Donc, on ira vraiment dans le détail sur l'avancement de NIS 2 et notamment en France. On verra un petit peu quels sont les enjeux, les menaces, les mesures de sécurité qui sont spécifiées dans la directive NIS 2 et qu'est-ce que l'ANSSI va nous concocter a priori en termes de mesures de sécurité. On aura ensuite une démo. Je vous ferai une démo de Noya Security Hub, donc notre produit. Et le but, ça va être de vous montrer avec Noya Security Hub comment on peut mettre en place de la gestion de la conformité de manière très simple et vraiment guidée. Et enfin, on finira par des questions. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser vraiment au fil de l'eau. Soit Mamed répondra. Mamed, c'est le CTO en fait, de l'entreprise et c'est également justement un des cofondateurs. Donc, n'hésitez pas, il répondra à votre question. Et s'il y a des points qui sont un peu plus compliqués, où il y a besoin justement d'apporter plus de réponses, on le fera sur un Ask Me Question. Alors qui suis-je? Je suis Cédric Di César, je suis entrepreneur et expert sécurité. J'ai maintenant 20 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique et plus spécifiquement des domaines du système, des réseaux et du cloud. Et je suis également dans la cybersécurité. Donc, comment j'ai démarré ma carrière, en fait, j'étais administrateur système et réseau dans une société de logistique. Ensuite, je suis devenu en fait architecte réseau et sécurité chez SPI Communication et j'ai fait énormément d'intégration. Et ensuite, maintenant, ça fait 10 ans que j'évolue dans le domaine en fait, du consulting. Et j'ai notamment passé 4 ans, justement avec Mamed, c'est là où on s'est connus, à la Société Générale, dans un projet hyper novateur. Et le but, c'était vraiment de monter une cloud plateforme spécifique pour pouvoir héberger les données de la banque. Et moi, mon rôle dans le cadre de ce projet, c'était définir la gouvernance sécurité sur le cloud pour que ça soit vraiment actionnable. Et d'autre part, pour accompagner les équipes, pour renforcer la sécurité sur les différents produits cloud. Et je fais aussi énormément d'accompagnement sécurité. Je suis RSSI à temps partagé dans certaines structures, que ce soit des PME et des ETI dans le domaine de la tech. Et j'ai 2 entreprises. Je suis CEO de LCIT, qui est une société en fait, de consulting, et on est spécialisé dans les accompagnements sécurité pour aider les entreprises à passer en fait, des certifications de sécurité comme l'ISO 27001, l'HDS, SOC 2, et puis également se mettre en conformité avec d'autres référentiels comme le RGPD, NIS 2 et de plus en plus l'IA Act. Et je suis également cofondateur de Noya Security avec Mamed. Donc, c'est une start-up qu'on a montée il y a maintenant 1 an. Donc, Noya Security, donc notre métier, ce n'est pas de faire du conseil. Nous sommes éditeurs de solutions de cybersécurité. Nous sommes une société française qui est financée par nos holdings respectives avec une subvention de la BPI qui a vraiment étudié notre projet, qui a identifié notre projet de cybersécurité comme vraiment hyper novateur et il nous booste justement dans le cadre de notre développement. Donc actuellement, on est en phase de croissance. On a sorti en fait notre produit qui s'appelle Noya Security Hub, dont je vais vous parler il y a maintenant, ça doit faire 6 mois. Hein, on a démarré la commercialisation pour de vrai en janvier. On a une quinzaine de clients et on est vraiment sur une phase en fait de montée en puissance. Donc, Noya Security Hub, c'est notre produit. C'est un produit qui a pour… un hub de sécurité, c'est quoi? C'est un produit qui a pour vocation
de renforcer la collaboration sur les aspects sécurité des différents acteurs internes et externes des entreprises. Donc, c'est les métiers, les équipes métiers, les équipes sécurité, les clients, la DSI, mais également des personnes qui sont connexes, notamment des auditeurs, des clients et puis des partenaires. Le but, c'est vraiment de donner un maximum de visibilité au bon niveau aux différents interlocuteurs. Un hub de sécurité, c'est aussi pour nous une capacité de s'interfacer avec les différents composants des systèmes d'information. Eunoia Security Hub, il faut vraiment voir ça comme une tour de contrôle sécurité dans lequel justement on a les différents utilisateurs de l'écosystème et les différents composants. Voilà, on n'est pas un SIEM. Le but, c'est de faire remonter un ensemble de métadonnées, des éléments, par exemple, sur les configurations, sur des données d'inventaire, des données sur les licences, pour que ça puisse être ingéré en fait par le hub. Et le but, c'est pour nous d'identifier quelle est la posture en fait de sécurité de l'entreprise, où est-ce qu'on se situe en termes de conformité, voilà, pure et dure, mais également vraiment sur des aspects techniques. Et l'idée, c'est vraiment de rapprocher tous ces domaines et qu'on puisse contextualiser les choses et intégrer à la fois des problématiques réglementaires, de certification, mais aussi des aspects techniques. Voilà, on voit beaucoup de CVE, oh là là, c'est super grave, CVE à 10, on est tous morts. Non, c'est pas ça, la sécurité. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fonction justement de l'exposition, du service et des processus qui sont portés par l'entreprise, c'est pas toujours aussi grave que ça. Donc, on apporte vraiment du contexte. Donc, ce hub, il permet justement de s'interfacer avec des composants qui sont soit sur ce qu'on appelle des SI traditionnels, soit dans le cloud, soit en mode multi-cloud, soit hybride. Hybride, ça veut dire on-premise, donc infrastructure traditionnelle et service cloud. Donc, qui dit innovation dit R&D, et c'est à peu près entre 80% et 90% de notre activité, c'est vraiment de faire de l'innovation et de capitaliser sur 20 ans d'expérience pour proposer aux clients des solutions adaptées pour pouvoir gérer la sécurité. Et on a actuellement trois brevets qui sont en cours de dépôt, et c'est aussi pour ça qu'on est épaulé par la BPI sur ce sujet-là. Voilà, le but des brevets, c'est pour pouvoir protéger notre propriété intellectuelle, et c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, notre proposition de valeur, comme vous le devinez, ça va être déjà de renforcer la posture de sécurité au travers des travaux de conformité, au travers des analyses de risque. Ça va permettre à l'entreprise de renforcer sa posture de sécurité, donc de devenir encore plus robuste. La deuxième proposition de valeur, ça va être de faciliter la conformité réglementaire, et encore plus étant donné le millefeuille réglementaire qui est en train d'arriver. Donc là, globalement, comment on a fait? On a défini un certain nombre de standards avec des contrôles, des attentes, et le but, ça va être vraiment de vérifier cette conformité réglementaire. De la même manière, autant on peut atteindre la conformité réglementaire, on peut aussi atteindre des certifications. Voilà, au final, c'est être en conformité par rapport à des exigences. Et Eunoia Security Hub est vraiment une très bonne solution pour pouvoir accélérer l'obtention de certifications de sécurité. Et le quatrième point, c'est un peu le nerf de la guerre. Les entreprises, pour la plupart, elles n'ont pas des ressources illimitées. Et Eunoia Security Hub, c'est un cadre en fait de sécurité, c'est un framework intégré qui va permettre aux entreprises de gagner du temps sur les réalisations, donc d'économiser de l'argent, et puis aussi globalement d'éviter de cramer trop d'argent en fait sur des recherches, sur de la technique. Et l'idée, ça va être de consolider tout ça et de permettre aux entreprises d'économiser de l'argent et de gagner du temps. Voilà, ça passe aussi au travers des contrôles automatisés qu'on verra un petit peu plus loin. Donc, Eunoia Security Hub,
Notre slogan, c'est plus de sécurité, moins de complexité, et on a failli dire que ce n'était pas une solution de GRC. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà d'une part mettre en place une sécurité qui est proactive pour protéger les entreprises et à moyen terme, proposer vraiment une solution défensive où cette tour de contrôle, elle pourra prendre des décisions en fonction de la posture de sécurité, en fonction du niveau de menace. Elle permettra justement de protéger efficacement et en fonction du niveau de menace les assets, les actifs de l'entreprise. Donc, on est vraiment sur une rupture technologique. Et pourquoi déjà, le premier pilier, c'est la modélisation de la gouvernance. Dans la plupart des entreprises, il y a une organisation de sécurité qui est définie avec un RSSI qui va gérer la sécurité, un DPO qui est plus sur la protection des données personnelles, et puis voilà, les DSI, les CTO, les métiers, on leur affecte également des responsabilités. Par contre, nous, ce qu'on a pu voir avec Mamed, dans le cadre de notre expérience, c'est que malheureusement, ça reste un petit peu à l'état de papier. Je ne dis pas que ce n'est pas du tout mis en œuvre, mais par contre, quand on gratte un petit peu, on voit que ces responsabilités, elles ne sont pas toujours appliquées comme elles devraient être. Et nous, ce qu'on veut avec Eunoia Security Hub, c'est que cette sécurité elle soit vraiment actionnable et qu'on puisse déterminer quelles tâches doivent être faites par rapport à telle responsabilité, vraiment pour pouvoir pousser la responsabilité auprès des personnes et faire en sorte que ces personnes aient le bon outil pour pouvoir gérer sa sécurité. Deuxième pilier, et ça, vous êtes là pour ça, hein, je pense, aujourd'hui, avec le sujet de NIS 2, c'est de pouvoir mettre en conformité, avoir un outil qui permet de faire du suivi de la conformité et de vous guider justement sur ces projets-là. On a fait vraiment un gros travail. Actuellement, on a 16 frameworks de sécurité, ISO 27001, HDS, SOC 2, SecNum Cloud, Cyber Resilience Act, NIS 2. On a aussi les guides de l'ANSSI. Là, on est en train d'intégrer également la PSSIE, donc la politique de sécurité de l'État. Et on est en train aussi d'intégrer TISAX. Voilà, c'est une déclinaison en fait, de l'ISO 27001 dans le domaine en fait, de l'automobile. Là où on est hyper novateur, c'est qu'on a mis en place des fonctions de mapping. Le mapping, c'est quoi? C'est de se dire, OK, on fait plein de contrôles, par exemple ceux de l'ISO 27001, je vérifie mes sauvegardes, je vérifie le contrôle d'accès, je gère la sécurité dans mes changements. Enfin, j'imagine que vous connaissez tous ces sujets-là. Et l'idée, ce n'est pas de tout reproduire, de repartir de zéro à chaque fois qu'on a un nouveau référentiel, parce que déjà, d'une part, c'est hyper chronophage, c'est une perte de temps, et on se retrouve avec une telle volumétrie de données qu'on ne sait même plus comment faire. Et on ne s'est pas contenté de copier-coller en fait, les référentiels de sécurité. Ce qu'on a vraiment fait, c'est qu'on a capitalisé sur notre expérience. On s'est dit, voilà le bon niveau à avoir sur les aspects conformité. Voilà ce qui est attendu dans tel et tel référentiel. Et quand on va sur un référentiel avec un delta plus ou moins important, on va se dire, au final, si on prend notre base de contrôle, qu'est-ce qui va pouvoir manquer pour pouvoir mesurer la conformité par rapport à tel ou tel standard ou réglementation. Donc ça, c'est un travail énorme. On a travaillé pendant 2 ans pour construire le produit et les standards. On a aussi défini un ensemble de questions qui est normalement censé être compréhensible par un humain. C'est ce qu'on a essayé de faire, ou du moins par des personnes qui connaissent quand même un peu les systèmes d'information, un peu la cybersécurité. Le suivi de la conformité permet également d'établir en fait, des plans d'action. Troisième pilier, la gestion des risques. Donc là, on a intégré 3 méthodologies. La première, c'est EBIOS-RM. La deuxième, c'est la méthodologie du NIST. Et on a aussi rajouté en fait une méthodologie Eunoia Security. Et pourquoi? C'est parce que EBIOS-RM, c'est vraiment très bien. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Par contre, on a des clients, des leads qui étaient un petit peu perdus avec EBIOS-RM et se sont rendus compte que c'était quand même beaucoup de travail au travers des ateliers, au travers des étapes, au travers de la maintenance. Et au final, ils avaient des choses qui devaient être beaucoup plus légères. Et on a conçu justement cette méthodologie qui permet d'être 100% conforme à l'ISO 27005. On a tiré toutes les bonnes choses du NIST et de EBIOS-RM. Et cette méthodologie, elle a été validée par plusieurs
auditeurs, donc issus des organismes en fait, de certification, voilà, qui nous ont dit justement que cette méthodologie elle tenait la route, même pour des environnements qui sont complexes et qui nécessitent un haut niveau de sécurité. Le gros avantage en fait, de Neoia Security Hub, c'est que vous pouvez vraiment tout modéliser. Vous pouvez définir vos méthodologies d'analyse de risque, vous pouvez rajouter vos référentiels de sécurité. On a vraiment mis le paquet sur tous ces aspects de personnalisation. Quatrième pilier de Neoia Security Hub, c'est l'automatisation. On ne va pas se mentir, tout n'est pas automatisable dans une entreprise, mais néanmoins, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, dans le domaine de l'informatique, un certain nombre d'activités, de processus qu'on peut automatiser quand même assez facilement. En plus, voilà, les composants sont équipés d'API, on peut se connecter en SSH sur les composants. Et l'idée, c'est d'éviter de saturer les équipes informatiques, les équipes métiers, à aller faire des contrôles manuels qui ne peuvent pas être exécutés facilement et tout le temps, qui ne sont jamais sûrs à 100% et qui ne sont pas agréables à faire. Voilà, il ne faut pas se mentir. Et puis dernier point, sur l'automatisation, si on arrive à libérer du temps, ça va permettre aux différents acteurs de se concentrer vraiment sur l'essentiel et d'apporter de la valeur sur les métiers, sur la prise de décision. Donc, pour l'instant, on a automatisé principalement les environnements de développement, GitLab, GitHub, et puis les plateformes en fait, de conteneurisation Kubernetes. À terme, et ça, on va le lisser au fil de l'eau, ça va être de faire des intégrations avec la plupart des composants qu'on retrouve sur le marché. Et d'ici la fin de l'été, on va intégrer AWS, GCP et VMware. Cinquième pilier, les agents IA. Tout le monde, on en entend tous parler, mais mine de rien, à notre sens, côté Neoia Security, on pense vraiment que c'est l'avenir, au-delà de la hype qui est autour de l'IA. L'IA, c'est une technologie qui va permettre de gagner du temps, de contextualiser, et c'est complètement en phase avec notre vision. Et le but, ce n'est pas de faire un chat GPT puis tout envoyer dans le cloud auprès d'entreprises américaines, c'est offrir aux clients la possibilité de s'interfacer avec la solution d'IA qu'il a choisie. S'il a sa propre infrastructure IA et qu'il a une infrastructure Mistral pour pouvoir gérer sa sécurité, il n'y aura pas de problème. Et même si c'est des solutions américaines, on n'envoie pas les données en brut ou sur ces infrastructures, on envoie des métadonnées. On a des astuces justement pour pouvoir avoir des données pertinentes sans toutefois divulguer des données sensibles. Donc, on en a fait un, il s'appelle Ask Neoia, il va y en avoir d'autres. Et Neoia Security Hub, c'est le premier produit de Neoia Security. Et on va construire une marketplace avec d'autres produits sécurité qui viendront se greffer sur le hub. Donc, 6 mois, voilà, ça fait 6 mois qu'on a lancé le produit. Quels sont déjà les premiers retours de nos clients? Est-ce que c'est conforme déjà à notre plan business? Est-ce qu'on a réussi à relever des défis? Et on a fait un mini sondage auprès de nos 15 clients. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de notre produit? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et ce qui ressort en moyenne, c'est que ça a permis déjà de gagner 30% de ressources humaines et financières. Un projet de mise en conformité, ce n'est pas du one-shot. Voilà, c'est pas je mets 10 personnes et puis 200-300 000 euros sur la table et puis ça y est, je suis conforme et je ne fais plus rien. On est sur une démarche d'amélioration continue et sur ce projet de build, sur la première itération, nos clients, ils nous ont dit que s'ils n'avaient pas eu d'outils, s'ils avaient continué à utiliser les outils actuels avec de l'Excel, ils auraient mis 30% de ressources en plus. Donc ça, c'est quand même un gain qui n'est pas négligeable. Par rapport aux plannings initiaux, par exemple, on a des clients qui sont mis en conformité avec l'ISO 27001, avec le RGPD, et qui ont aussi démarré des projets de mise en conformité avec NIS 2. Ils estiment qu'ils ont économisé 20% de gains par rapport au planning initial. Donc, ça fait plaisir au DSI, ça fait plaisir au COMEX. Ça a pu améliorer la posture de sécurité parce qu'on fait de la gouvernance, on met en place des systèmes de management, des process, mais au final, est-ce qu'on améliore pour de vrai la sécurité? Est-ce qu'on est plus robuste? Et c'est ça le but de la sécurité. L'entreprise, elle met de l'argent pour pouvoir améliorer sa posture de sécurité.
Ça a surtout permis de faciliter la prise de décision. Voilà, jusqu'à présent, nos clients, ils avaient des fichiers Excel. Voilà, des fois, il y avait même des armées de personnes qui travaillaient sur les sujets. Et quand le RSSI posait la question, du coup, où est-ce qu'on en est en termes de conformité sur telle réglementation et quel est le top 10 de nos risques, eh ben, c'est étalé sur plein de produits. Il y a plusieurs équipes. Les données, elles ne sont pas forcément agrégées, elles ne sont pas tout le temps à jour. Et on est obligé de faire des réunions dans tous les sens. Et la prise de décision, elle se fait un peu au doigt mouillé. Alors, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un bastion pour renforcer la sécurité des opérations d'administration. Avec Eunoia Security Hub, on essaye de transformer ces contrôles, ces prises de décision en certitude et vraiment avoir des preuves tangibles pour pouvoir les présenter en comité de direction. Le focus sur les tâches à ajouter, ça a vraiment été apprécié. Voilà, on fait plus 50 réunions. Oui, alors je n'ai pas compris ce que tu entendais par principe, principe du moins de privilèges. Voilà, pour moi, ce n'est pas clair. Tout le travail qui a été fait en amont, ça a permis de réduire drastiquement toutes ces questions-là. Ça a permis aussi de gagner du temps, même au niveau des équipes sécurité. Voilà, je fais une analyse de risque, j'ai fait la cartographie de mon système d'information. Maintenant, ben voilà, par rapport à telle fonction, par rapport à tel processus, quelle est ma posture de sécurité, comment un attaquant va pouvoir faire tel et tel événement redouté. Et ben, l'agent IA a pu apporter plein d'angles d'attaque que les équipes sécurité n'avaient pas forcément imaginé. Et puis derrière, il y a des plans d'action qui ont été identifiés et qui ont été validés et adaptés par les équipes. Et surtout, ça c'était un petit peu un des enjeux pour qu'on a créé Eunoia Security Hub, c'était sortir de l'enfer des fichiers Excel. Il y en a de partout, on ne sait plus réellement quelle est la base de référence. C'est inconsolidable, ce n'est pas à jour, il y a des fichiers qui se perdent au milieu. Et là, tout est centralisé au sein de l'outil. Ce qui était vraiment hyper apprécié, c'est tous ces principes de mapping avec la réalisation, la rationalisation des contrôles par rapport aux différents référentiels. Voilà, on vous montrera comment c'est simple dans le cadre de la démo. Et une diminution des réunions, comme j'ai dit, d'un point de vue opérationnel, mais pas que. Les personnes qui étaient en charge du suivi du projet, ils étaient obligés de faire moins de réunions pour pouvoir sortir des KPI sur les avancements des plans d'action et sur le niveau de conformité. Voilà, plus besoin de faire de formules savantes avec des Excel où les formules elles sont cassées au bout de 2 semaines. Donc maintenant, parlons de NIS 2. Donc, on va voir l'essentiel de NIS 2. NIS 2, c'est quoi? C'est une directive qui a été définie au sein de l'Union européenne. Une directive doit être transposée en droit national sous forme de loi pour être totalement applicable. Et le but final de NIS 2, c'est d'harmoniser et de renforcer la cyber-résilience au sein de l'Union européenne pour défendre les citoyens de l'Union européenne, pour protéger les entreprises et pour éviter de se retrouver avec des incidents cyber hyper graves. Voilà, et des incidents comme on a pu le voir avec les coupures électriques géantes. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces infrastructures sensibles, toutes ces entreprises sensibles, au-delà de perdre de l'argent, ça impacte directement le fonctionnement des pays et des concitoyens. NIS 2, c'est un moyen d'imposer aux entreprises de se mettre en conformité. Voilà, là, on n'est plus sur des démarches comme l'ISO 27001, où c'est vraiment de la volonté en fait, de l'entreprise. Là, c'est vraiment mettre en place des mesures dissuasives, financières, d'image et administratives pour s'assurer que les mesures de NIS 2 seront bien mises en place. Dernier point, et ça c'est un peu notre interprétation, c'est bien de mettre en place des directives, mais il faut aussi renforcer le pouvoir de l'autorité de contrôle nationale. Donc chaque pays transpose en fait en droit national NIS 2, et en France c'est l'ANSSI qui fait la transposition et c'est elle qui est l'autorité de contrôle. Donc très simplement, on ne va pas rentrer dans le détail, quelles sont les dates, les grandes dates de NIS 2.
et plus particulièrement par rapport à la France. Donc, l'adoption de la directive NIS 2, elle a été adoptée en décembre 2022 au niveau européen. En France, le dépôt du projet de loi au Sénat a été fait en octobre 2024. Voilà, il y a eu du retard, notamment avec les changements de gouvernement. Mais voilà, il y a un projet de loi qui a été présenté. C'était aussi présenté en commission à l'Assemblée nationale au mois de mai. Et la cible qui est remontée, c'est de sortir en fait la loi, le décret au courant de l'été 2025, voire de l'automne. Les menaces cyber en France, le but, c'est pas d'être un marchand de peur, c'est de vous sortir un certain nombre de niveaux de menaces factuels pour vous montrer justement quel est le niveau de menace actuel en France. Donc, par rapport à 2023, l'ANSSI a identifié plus 15% d'incidents de sécurité sur des infrastructures qui sont sensibles. Il y a eu une très forte augmentation des attaques, des vols de données auprès des établissements de santé, mais pas que. Voilà, il y a eu notamment des attaques qui ont été menées auprès de mutuelles en 2024, début 2024, si je ne dis pas de bêtises. Et on se retrouve quand même avec 487 000 dossiers médicaux, des données de santé à caractère personnel qui ont fuité. Voilà, c'est problématique. Au niveau RGPD, la CNIL a calculé et identifié 35% d'augmentation de violations par rapport au RGPD. La France, clairement, on n'est pas les meilleurs élèves sur ces aspects-là. Voilà. Est-ce que dans les autres pays, il y a peut-être moins de transparence? Mais voilà, les données personnelles, ce sont des données qui sont vraiment très sensibles et qui sont très recherchées par les attaquants. Au niveau des ransomware, voilà, plus 30% d'attaques par rapport à 2022, ce qui représente 1170 attaques par ransomware déclarées auprès de l'ANSSI. Donc, j'ai envie de dire, la directive NIS 2, c'est une obligation, mais quand on voit l'explosion des menaces, on se dit que c'est vraiment une nécessité et que si on veut continuer à protéger en fait les personnes qui sont au sein de l'Union européenne et si on veut protéger les entreprises et protéger la compétitivité des entreprises au regard du reste du monde, il n'y a plus le choix, il faut renforcer la sécurité. La directive NIS 2, elle est librement accessible sur Internet, elle n'est pas très complexe. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux types d'entités qui ont été identifiées, les entités essentielles et les entités importantes. Pour faire très simple, les entités essentielles, c'est principalement les OIV, voilà, les opérateurs d'importance vitale, et on retrouve principalement le secteur de l'énergie, le domaine du transport, le secteur financier, tout ce qui touche autour de la santé et puis la protection de la qualité de l'eau, tout ce qui est gestion des eaux usées, les infrastructures numériques. Donc, c'est principalement tous les hébergeurs, toutes les entreprises qui créent du logiciel pour pouvoir héberger des données et traiter les données des concitoyens européens et des processus des entreprises. Il y a aussi les administrations publiques et plus particulièrement les grandes administrations, les ministères, les grosses collectivités et puis le domaine de l'espace. Voilà. Ensuite, on a les entités importantes qui sont un cran en dessous. Et on retrouve les services postaux, la gestion des déchets, l'industrie un peu au sens large, les industries qui traitent et qui distribuent des produits chimiques et la recherche. Alors, ce n'est pas parce qu'on est dans l'annexe 1 qu'on est entité essentielle, enfin si ça c'est vrai, mais presque. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'annexe 2 qu'on est une entité importante. C'est un peu plus subtil. Donc, si vous êtes une petite entreprise, moins de 50 salariés, vous faites moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas concerné directement par NIS 2. Mais attention, c'est à prendre avec des pincettes et je vais vous expliquer pourquoi dans le prochain slide. Vous êtes une entreprise moyenne, voilà, avec 50 jusqu'à 250 salariés, vous faites entre 10 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires.
vous êtes en annexe 1 et en annexe 2, vous êtes une entité importante. Vous êtes une grande entreprise, vous êtes dans l'annexe 1, vous êtes une entité essentielle. Sinon, vous restez dans la case en fait, des entités importantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ANSSI a mis en place un simulateur pour déterminer si vous êtes une entité essentielle ou importante. Ça ne marche pas à 100%, mais ça permet d'avoir une idée. Ne pas être éligible à NIS 2, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné. Ce qu'il faut voir, c'est que si vous travaillez, si vous avez des partenaires qui sont, eux, NIS 2, qui sont éligibles à cette directive, ça va ruisseler auprès des autres entités. Ça va ruisseler dans les appels d'offres, dans les plans d'assurance sécurité, dans les questionnaires sécurité, et vous allez devoir, dans tous les cas, vous mettre en conformité. Autre point, voilà, c'est de la réglementation. Personne n'aime la réglementation, mais c'est aussi une opportunité business pour les entreprises, pour industrialiser la sécurité, mettre en place les processus structurants, renforcer la confiance par rapport aux parties intéressées auxquelles justement ces entités qui ne sont pas éligibles vont travailler. Et au final, on va le voir dans la prochaine slide, quel est le delta entre une certification ISO 27001 et une mise en conformité avec NIS 2, et ben on se rend compte que la marche, elle n'est pas si haute que ça. Alors, il y a deux types d'entités essentielles importantes. Au final, c'est quoi la différence? Déjà, pour une entité essentielle, le type de supervision n'est pas le même. Une entité essentielle sera contrôlée régulièrement et à l'initiative de l'ANSSI, dans tous les cas, avec ou sans incident, ces opérateurs d'importance vitale vont être contrôlés. Les entités importantes qui ne font pas de déclaration des incidents, qui n'envoient pas toute une liste de documents, principalement, c'est des analyses de risque, c'est des plans de conformité, c'est des KPI à l'ANSSI, ou s'il y a de la délation, ces entreprises pourront être contrôlées à l'initiative de l'ANSSI. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les impacts au niveau des entreprises sont relativement fortes, puisqu'il y a des sanctions administratives. Une sanction administrative, c'est l'ANSSI qui va vous dire, voilà, vous n'êtes pas conforme sur tel et tel point de NIS 2, voilà, dans 3 mois, vous débrouillez, vous êtes conforme, sinon on vous colle une amende. Ça peut être une suspension temporaire ou définitive des certifications. Ben, ce n'est pas top en termes d'image. Et typiquement, si vous hébergez de la donnée de santé, si vous êtes hébergeur de données de santé, donc HDS, vous allez justement être obligé de communiquer auprès de vos clients comme quoi votre certification elle était suspendue ou retirée. Et il va y avoir des plans de réversibilité qui vont se déclencher. Donc, c'est un impact fort sur l'image et c'est un impact fort aussi sur le porte-monnaie. Alors, le troisième point, je ne sais pas encore comment ça va être décliné en droit français, mais il est prévu dans la directive NIS 2 de suspendre temporairement l'exercice des membres du COMEX, c'est-à-dire mettre sur la touche des responsables, des présidents, des DG, s'ils ne respectent pas certaines exigences NIS 2. Voilà, je pense que pour atteindre ce niveau, il faut quand même y aller. Il faut vraiment viser des grosses non-conformités, mais ce n'est quand même pas un point à ne pas prendre en compte parce que ça peut vraiment déstabiliser très fortement en fait, une entreprise. Autre point, une obligation pour l'entreprise de rendre publique la violation de ces données, enfin voilà, de la non-conformité par rapport à la directive. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, l'ANSSI va le faire. Voilà, il y aura justement, comme le fait la CNIL, ils afficheront comme quoi telle et telle entreprise n'est pas conforme à NIS 2. En termes d'amende financière, si vous êtes une entité essentielle, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial. Si c'est une entité importante, c'est 7 millions ou 1,4 du chiffre d'affaires annuel mondial. Voilà, c'est quand même pas rien d'un point de vue business et surtout d'un point de vue image. Et un autre point important, c'est aussi ça engage la responsabilité des dirigeants d'un point de vue civil et pénal.
Donc, si on regarde cette directive, vraiment, voilà, on prend les différents articles de la directive NIS 2, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. On retrouve principalement des bonnes pratiques de sécurité, des mesures que j'appelle en fait de l'hygiène sécurité, avoir défini une politique de sécurité, mettre en place une organisation, mettre en place une gouvernance par les risques, gérer correctement la sécurité au niveau RH, assurer de la sécurité dans la conduite du changement, mettre en place de la sécurité dans les opérations, on va dire, d'exploitation, gérer les vulnérabilités, faire des sauvegardes, mettre en place de la supervision, gérer l'obsolescence, la protection des communications pour éviter tout ce qui est interception de données sensibles. On retrouve des mesures autour de la sécurité physique et du contrôle d'accès. Et il est bien précisé, par contre, dans cette directive européenne, qu'il doit y avoir l'utilisation de mécanismes d'authentification forte. Voilà, ce n'est pas une nouveauté et la CNIL, ils sont en train de pousser ça avec le RGPD. Il faut également un processus de gestion des incidents, avec bien sûr la notification des incidents de sécurité à l'autorité de contrôle. Et puis, voilà, globalement, d'autres mesures comme la continuité d'activité, la sécurité dans la gestion des fournisseurs, et puis être capable d'assurer une sécurité d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue technique au travers des différentes revues. Et au final, quand on regarde tout ça, moi, c'est ce que je me suis dit, NIS 2, c'est l'ISO 27001 en mode peut-être un peu plus light, mais c'est de l'ISO 27001 sans le dire ouvertement. Voilà, on ne va pas se cacher ça. Maintenant, quelles sont les mesures qui sont additionnelles envisagées par l'ANSSI? Attention, pour l'instant, ce n'est pas encore validé. C'est des suppositions et je me base notamment sur ce que j'ai pu collecter sur Internet, sur des documents de l'ANSSI qui ont pu fuiter. Les entités essentielles et importantes, elles devront notifier les incidents, ça je l'ai dit. Elles devront établir des rapports périodiques de conformité. Voilà où est-ce qu'on en est par rapport à notre conformité NIS 2. Voilà les risques qu'on a identifiés. Voilà les plans d'action. Voilà nos indicateurs d'avancement. Les entreprises doivent être en mesure de fournir des traces en cas d'audit ou pour des opérations forensiques. Et pour l'instant, ce que j'ai pu voir, ça pourrait être 1 an de traces qui pourraient être demandées. Et puis également des registres de traitement, un petit peu à la sauce RGPD, dans lequel l'entreprise doit identifier ses actifs, donc avoir un inventaire des actifs et identifier ses flux. Sur des entités essentielles, on va un peu plus loin, il doit y avoir un RSSI, des audits indépendants périodiques, organisationnels et techniques, des clauses de sécurité dans les contrats, des éléments sur la sécurité physique, que ce soit au niveau des bureaux comme au niveau des services d'hébergement, du contrôle d'accès, et ils essaient de pousser le tiering model. Le tiering model, c'est la segmentation des droits au sein de l'entreprise. Voilà, il y aura des comptes typiquement qui seront spécifiques pour définir qui seront utilisés pour mener des opérations sur la plateforme, d'autres qui seront plus au niveau métier, par exemple, et puis d'autres sur le poste de travail. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. On fera peut-être un webinaire spécifique sur le tiering model. Mais voilà, c'est du cloisonnement, de la ségrégation au niveau des droits. Mettre en place des mécanismes pour pouvoir inspecter les flux et avoir une meilleure traçabilité sur les opérations qui sont réalisées, avec la mise en place de proxy, de bastions, d'IPS, et puis bien sûr de firewall. Autre point, ça c'est peut-être un des plus compliqués, déjà tracer les événements, les collecter en un point central, et aussi avoir des capacités de détection, avoir justement dans les documents de l'ANSSI ce qu'ils vont imposer réellement sur ces aspects de détection. Autre point, et ça je pense qu'on n'y manquera pas, on le retrouve dans d'autres référentiels de sécurité de l'ANSSI, c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité des postes de travail, avoir des postes d'administration qui sont dédiés aux opérations d'administration, et puis avoir un système d'information, avoir des réseaux qui sont vraiment dédiés aux opérations d'administration. Et puis le dernier point, ça va être avoir un plan de continuité d'activité digne de ce nom, avec une analyse d'impact, une gestion de crise
et puis des tests en fait PRA qui sont réalisés périodiquement pour être sûr qu'on sache quoi faire si demain on a une attaque. Voilà, dans tous les cas, vous devez être en capacité de démontrer la conformité à NIS 2. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la partie conformité. Donc là, vous avez vraiment la vision administrateur en fait du portail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites que de la conformité, vous n'aurez pas tout ça. Vous aurez juste la partie évaluation de sécurité. Et l'idée, c'est que une évaluation de sécurité, c'est on définit en fait un périmètre de sécurité. On va sélectionner un certain nombre de référentiels de sécurité qui sont applicables. Et ensuite, on va lancer justement ces évaluations. Généralement, quand on fait un audit ou qu'on fait de la conformité, il y a un sachant sur une ou plusieurs exigences ou une ou plusieurs thématiques. Il va apporter des réponses, des éléments de preuve, et il y a une personne qui va se comporter un peu comme un auditeur, entre guillemets, même si c'est un grand nom, et qui va se positionner, qui va faire des constats. Est-ce qu'on est conforme, pas conforme, à quel niveau de non-conformité? Et puis derrière, est-ce qu'il y a un plan d'action à mettre en œuvre? Et nous, on a vraiment fait les choses de manière très simple dans Eunoia Security Hub. C'est que, comme vous pouvez le voir, on a réutilisé des choses qui étaient très utilisées en entreprise, où on a des contrôles qu'on peut déplacer pour savoir si on a contrôlé ou pas l'exigence. Voilà, on peut avoir des exigences qui ne sont pas applicables, hein, du style, par exemple, s'il y a des exigences dans NIS 2 qui portent sur la sécurité dans le développement, voilà, vous ne faites pas du tout de développement, il n'y a aucun intérêt à challenger les équipes là-dessus. Et ce qu'on a fait, c'est que dans l'outil, on a donc le domaine, la vérification qu'on veut mettre en place, et on a essayé de modéliser un certain nombre de questions pour guider l'utilisateur. Donc l'utilisateur, il va pouvoir apporter des réponses. Oui, j'ai mis en place un contrôle d'accès, on a un AD, on a tout un tas de choses. Il va pouvoir aussi, pourquoi pas, mettre des liens vers la documentation. On ne veut pas recréer une GED, hein. C'est juste pour pouvoir évaluer la conformité. Et si juge bon de pouvoir rajouter des preuves complémentaires pour apporter plus de poids à son constat, à sa réponse, il va pouvoir les mettre dans Eunoia Security Hub. Ensuite, l'auditeur va se positionner, il va dire voilà, OK, voilà, le système de contrôle d'accès est en place conformément à ce qui est attendu, ou il va dire voilà, concrètement, il manque le MFA, et là, il va pouvoir rajouter une recommandation par rapport à ça. Voilà, pour pouvoir, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi le travail en mode hybride, c'est-à-dire que les responsables métiers, ils ne font pas que de la sécurité, ils ne vont pas travailler de 9h à 10h tous les jours sur la conformité, et ils vont peut-être faire ça tranquillement, je ne sais pas, de 11 à 12 ou 17 à 18, un peu chaque jour, et ils vont peut-être avoir besoin de communiquer avec l'auditeur ou la personne qui fait la conformité, qui évalue la conformité. Donc, il va pouvoir poser ses questions, voilà, un petit peu comme un chat. L'auditeur va pouvoir, de son côté, apporter des éléments de réponse. Oui, ça suffit, tu as bien répondu à la question, ou tu as complètement répondu à côté. Moi, ce que je veux, c'est ça, ça et ça. On peut passer très facilement d'une exigence à une autre. Voilà, on a retravaillé au maximum pour améliorer l'expérience utilisateur. Et on a aussi des tableaux de bord où on choisit le périmètre, une mission, un système d'information, et on va obtenir des indicateurs à jour sur les différents référentiels de sécurité. Voilà, par exemple, par rapport à l'exemple que j'ai pris, on est entre guillemets conforme à 22% sur l'ISO 27002, on est conforme à 39% sur DORA et ainsi de suite. Et ces données, elles sont vraiment en temps réel. Et nous, justement, on a décidé de partir sur des tableaux de bord qui peuvent être assez personnalisables en s'appuyant justement, par exemple, sur des tableaux où on va pouvoir faire des regroupements
parce qu'on ne peut pas deviner la question qui va être posée, qui va être recherchée par une personne. Mais si on veut avoir, par exemple, un taux de conformité par rapport à l'ISO 27002 au regard des mesures organisationnelles, c'est des informations qu'on va pouvoir récupérer très facilement. Donc, c'est très modulaire. On a aussi des cartes thermiques de sécurité, voilà, qui sont une vision un peu plus graphique, on va dire, en termes de conformité. On peut copier-coller ça très facilement sur des slides ou afficher ça en live directement dans le cadre en fait, des comités de direction. Les aspects risques, là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous pouvez déjà définir une base en fait, de menaces, une base de gestion des risques dans la taxonomie. Donc ça, c'est généralement les équipes sécurité qui s'en chargent. Les méthodologies d'analyse de risque, elles sont codées dans l'outil, mais vous pouvez rajouter votre propre méthodologie où vous expliquez justement comment vous, au niveau de votre entreprise, vous gérez les risques, comment vous gérez les processus de conformité et d'analyse de risque. Et puis, on a des évaluations de sécurité. Donc là, c'est toute la partie en fait analyse de risque où vous arrêtez complètement d'utiliser des fichiers Excel avec des volets qui s'ouvrent, qui se ferment, on va à gauche, on va à droite, on est complètement perdu. Et puis au final, on a des deltas sur des impacts et c'est juste des erreurs en fait manuelles. Voilà. Et puis on perd de la cohérence par rapport à d'autres activités sur, par exemple, la gestion des actifs pour les connaisseurs. Là, on a vraiment quelque chose de consistant, de simple. Et de la même manière, en fait, on arrête de faire des formules Excel dans tous les sens et on obtient des éléments. On voit typiquement combien on a de risques en fonction des criticités, après mise en œuvre théorique des plans d'action, et on voit la trend line sur la gestion des risques. Voilà, idem, on a des cartographies, des cartes thermiques sur les risques. On voit aussi en termes de proportion combien on a des risques qui sont réduits, qui sont diminués, et on voit justement quelle est la trend line. Est-ce que les risques, ils ont plutôt tendance à diminuer? Est-ce qu'ils sont stables ou est-ce que voilà, on va dans le mauvais sens et il faut mettre en place une task force pour pouvoir réduire certains risques parce qu'il y a un manque de maîtrise, par exemple, sur tel ou tel aspect. On a aussi une visibilité sur les vulnérabilités. Donc, les vulnérabilités, c'est soit des problématiques issues des non-conformités, soit des vulnérabilités techniques qui ont été identifiées et remontées par les composants au travers des automatisations. Cédric, il y a une question dans le chat. Ça tombe bien parce que j'ai fini. Alors, à partir de l'ISO 27002, avec ses 93 mesures, est-ce que le nombre de mesures dans les autres réglementations sont réelles dans ESH? J'ai vu NIS 2 77 ou bien DORA 83 si je ne me trompe pas. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que on a vraiment fait un gros travail. On a repris justement ces différentes réglementations. Et dans ce cas, dans l'ISO 27001, il n'y a pas grand-chose en fait à jeter. Et l'idée, c'est que toutes ces mesures, en fait, on les retrouve. Voilà. Après, il y a quelques petits deltas dans NIS 2 où justement, on ne va pas aussi loin, par exemple, sur des objectifs de sécurité, sur des parties intéressées. Mais voilà, ça reste vraiment à la marge et c'est 5% par rapport à ce qui est attendu dans NIS 2. Et par contre, si l'ANSSI sort des choses qui sont nouvelles, et typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre en fait ce référentiel qu'on a fait sur la directive NIS 2 et on viendra le surcharger avec des mesures complémentaires. Donc oui, vous ne vous trompez pas. Voilà, concrètement, on va réutiliser pour se mettre en conformité avec NIS 2 et il y aura vraiment besoin de réexploiter quasiment toutes les mesures en fait de l'ISO 27000. Et ça, on peut le voir dans l'interface, donc dans l'explorateur des normes. Si tu vas Oui. dans normes. Oui, Donc, je vous montre ça. Voilà, explorateur. Et on Voilà. regarde par exemple le mapping entre sur NIS 2, par exemple. NIS 2 et l'ISO 275 et 271. Voilà. Ne prenez pas peur. Mais voilà, on a NIS 2. En fait. Sélectionne aussi l'ISO 271 et 2 pour Ouais. voir les mappings dans la heatmap après. Ouais. Hop.
Et donc, si tu cliques sur la heatmap, ça c'est le graphe. Là, on va voir donc le niveau en fait de mapping entre, par exemple, là c'est l'ISO 271. Donc, on a 9 de contrôles en commun. Si tu mets aussi l'ISO 272, ISO 27001, tu veux dire? là c'est la 2, qui est 27002, qui reste. Elle y est, hein? Elle est ici. Oui, bah sélection là, bah voilà. Donc, Voilà. entre l'ISO 27002 et le Nice, donc tu regardes la case à droite, Mm. donc il y a 77 en commun. Donc ça veut dire que sur ce nombre-là, si on l'a déjà fait sur l'ISO 272, bah, on a déjà 77 déjà qui sont validés pour le Nice 2. Voilà, mais enfin, faut pas se leurrer. On va retrouver la plupart des mesures en fait de la 27002 et la plupart des mesures de la 27001, même si ça s'appelle, il y aura peut-être des noms différents, mais ça sera la même chose. Et ce qui n'est pas étonnant, parce que l'ISO 27000, c'est vraiment les fondations, c'est les bases de la sécurité. Tout le monde a convergé vers ça. Et concrètement, on va retrouver tout ça. J'ai fait aussi le travail sur Dora, puisque la question elle a été posée. Et là, on retrouve quasiment aussi, de la même manière, euh, quasiment tous les contrôles en fait, de la 27001 et de la 27002. Par contre, il y a des mesures qui sont vraiment spécifiques, avec des registres, des choses qui sont vraiment très particulières, notamment sur des pen tests, sur des tests de résilience. Et là, c'est des contrôles qui sont spécifiques. On peut faire le travail. Donc là, c'est Dora. Et là, entre Dora et ISO 27002, on va pouvoir réutiliser 45 contrôles. Et par contre, il y aura aussi du spécifique. Alors, les TPLP, TLPPT, c'est par rapport à quoi? Ah oui, 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 je comprends. Oui, tout à fait. Exactement. Exactement. Voilà, il y a des tests de résilience, il y a aussi plein de choses sur la sécurité des tiers, effectivement. Il y a des pen tests. Enfin voilà, ils ont surchargé en fait la plupart des mesures d'ISO 27002. Euh, et par contre là, le travail pour être conforme en fait à DORA entre guillemets, là l'ISO 27001 et l'ISO 27002 ne suffit pas. Voilà, il y a vraiment pas mal de spécifiques. Voilà, et puis tous les tests de cyber-résilience qui doivent être définis, communiqués et challengés. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On peut déborder un petit peu. Mais est-on d'accord qu'au-delà du côté obligatoire pour les entités concernées, le principal facteur différenciant par rapport à l'ISO 27001, c'est un système de gestion des incidents renforcés avec la déclaration obligatoire en cas d'incident de sécurité, des incidents en lien avec le DSCP. Ah bah, exactement. En fait, le process, c'est exactement le même, mais effectivement, il faudra qu'il soit surchargé sur la partie notification. Et c'est un peu pareil sur la partie RGPD, lorsqu'il y a des incidents en fait, sur des données de santé, sur des données à caractère personnel, il doit y avoir des notifications qui sont faites. Bah là, ça va être un peu la même logique. Et il y a quelques ajouts. Alors, dans l'ISO 27001, on dit que la direction, justement, doit se positionner dans le cadre des revues de direction. Par contre, ce qui arrive, et ça, je l'ai déjà vu, c'est que les membres en fait, de la direction ne sont pas toujours sensibilisés à la cybersécurité. Et ça, bah, ça vient se rajouter. Mais voilà, on a vraiment très peu de mesures qui viennent se rajouter à NIS 2 si on parle de la directive.
Et oui, c'est la logique du PDCA. C'est pas parce qu'on. En fait, de toute manière, c'est impossible. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que l'ISO 27001, c'est sur un périmètre spécifique. Généralement, c'est des périmètres business où on a des parties intéressées, voilà, des fournisseurs, des clients qui disent OK, moi je consomme ton service. Par contre, moi je veux des garanties, je veux m'assurer que tu gères correctement ta sécurité, que tu as mis en place une gouvernance sécurité et que tes risques sont maîtrisés. NIS 2, c'est l'entreprise. C'est-à-dire que même les entreprises qui sont certifiées en fait ISO 27001 devront faire le delta sur l'ensemble de l'entreprise, le marketing, la compta et tous ces aspects-là. Et effectivement, on est sur une démarche d'amélioration continue. De toute façon, on ne peut pas traiter tous les risques et mettre en place tous les plans d'action en one shot, à moins d'avoir une équipe faramineuse en termes de taille. Mais voilà, ça se passe en fait en itération. Et le fait d'utiliser cette logique de mise en place de SMSI, eh ben, c'est tout à fait en phase avec ce que dit la directive. J'ai envie de dire, c'est même complètement le PDCA. C'est un défaut ou un avantage, tout dépend comment on le voit, effectivement. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les entreprises, elles réduisent en fait des systèmes de management à un périmètre plus petit pour pouvoir vraiment se concentrer sur son cœur de métier. Parce que les parties intéressées, parfois, ils n'ont rien à faire de savoir comment est gérée une partie qui n'est pas directement concernée par la sécurité ou par leur activité. Mais au moins, là, on ne se posera plus de questions. NIS 2, c'est l'intégralité de l'entreprise. C'est un peu ça. C'est un peu ça, effectivement. Autre point, et personne ne m'a posé la question. Je voulais éviter la question, mais je mets un peu les pieds dans le plat. Ce qu'il faut voir, c'est que NIS 2, c'est au niveau européen. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a à la fois sa maison mère en fait en France et puis des filiales un peu de partout en Espagne, et ben, comment elle va faire? Ce qu'il faut voir, c'est que si c'est des entités juridiques, normalement, chaque entité doit se mettre en conformité par rapport à la déclinaison de la loi locale. Et on se retrouve avec une galère à gérer. Et les NISA, ils ont compris là. Et ils sont en train justement de réfléchir pour voir s'ils ne pourraient pas dire, voilà, sur une entreprise de ce type-là, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le référentiel de la maison mère? Mais pour l'instant, c'est que des discussions. Et même une entreprise, même si la directive, c'est de voilà, vous débrouillez vos filiales, il faut qu'elles soient conformes à la directive NIS 2 de son pays. Ce qu'on a prévu côté NEIA Security Hub, c'est de créer des standards NIS 2 qui seront locales et on embarquera justement tout le travail qui était fait sur la directive et du coup, ça sera relativement simple. Alors, c'est un défaut. Je dois me battre avec les clients pour leur faire comprendre que la 27001 a vraiment du sens sur l'ensemble des activités. Ben, je suis d'accord. Par exemple, la comptabilité, généralement, elle ne se retrouve pas au cœur des certifications, mais mine de rien, si la compta ne fonctionne plus, c'est-à-dire que les collaborateurs ne sont plus payés, on ne paye plus les factures et c'est la mort de l'entreprise. Voilà, moi, je vous rejoins. Il y a un retard dans les transpositions par les autorités concernées pour les pays en Europe. Comment les entreprises peuvent commencer leurs travaux de conformité? Et ben, c'est exactement le message que je vais faire passer aujourd'hui. N'attendez pas cette transposition, parce que ça va être probablement ce que j'ai dit, voilà, à quelques virgules près. Voilà, faites ce travail de mise en conformité par rapport à l'ISO, déjà. Commencez ce travail de mise en conformité et puis tranquillement, vous viendrez surcharger les choses, même pas forcément sur la première itération, mais peut-être sur la deuxième. Et il ne faut pas attendre parce que la transposition, dès qu'elle sera faite, ça sera un décret et la loi, elle est applicable. Donc, l'ANSSI ne viendra peut-être pas le premier jour venir toquer à la porte des entreprises, mais voilà, préparez-vous. Et d'ailleurs, sur la transposition, l'Union européenne a tapé des doigts sur l'autorité de contrôle française, car ça devait être fait normalement pour octobre 2024.
D'après ce que j'ai vu sur SH, le plus, c'est le mapping entre les différentes réglementations pour éviter les mesures redondantes qui bouffent du temps et en ressources. Merci pour le compliment, mais pas uniquement. On fera un webinaire spécifique, mais à mon avis aussi, vraiment des gros points, c'est vraiment les capacités de personnalisation. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais moi j'ai vu beaucoup d'entreprises qui ont utilisé des outils de GRC et qui ont fait machine arrière parce que ça ne s'adaptait pas en fait à leur mode de fonctionnement. Il y a ça, il y a aussi la simplification des analyses de risque et aussi l'agent IA. Voilà, le fait vraiment de gagner du temps. Et le but, ce n'est pas de supprimer des emplois, c'est vraiment de se focaliser sur les tâches intéressantes. Et puis l'automatisation, hein. Pour mettre en place une bonne sécurité, il n'y a pas 50 solutions, il faut automatiser. Il faut être capable de rassurer les clients qui sont en cours de certification ISO et dont les clients leur demandent en plus une conformité NIS 2, et en leur disant que le boulot sera fait à 90%. Les 10% étant le focus sur la gestion des incidents. Exactement. Et d'ailleurs, on travaille aussi avec des organismes de certification. Il y a des labels NIS 2 qui vont sortir. Et voilà, moi, je suis 100% en phase avec vous à Nice. Voilà, step by step. Mais voilà, une entreprise qui est ISO 27001 sur l'entièreté de l'entreprise, et j'en ai vu. Ah ben, si l'ANSSI, ils sortent pas du chapeau un certain nombre de mesures, et je pense pas, hein. D'ailleurs, Vincent Strubel, il l'a dit, il cherche pas la surtransposition, il cherche la sécurité au bon niveau, et je pense que ça sera un challenge, ça sera pas un challenge. Par contre, pour les entreprises qui n'ont pas toute cette gouvernance-là, ça va être un vrai chantier de mise en conformité. Mais voilà, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Well done, Anis, je suis d'accord. Voilà, moi, je suis dispo jusqu'à 14h30. Donc voilà, s'il y a d'autres questions. Oui, un point important, on a des ressources qui sont gratuites. On a notamment notre site internet. On a créé aussi une communauté qui s'appelle Eunoia Security Community. Tout est gratuit. Vous pouvez venir poser vos questions. On sera là pour répondre à vos questions, que ce soit tout sujet, que ce soit sur du pentest, du technique, de la gouvernance, de la réglementation. On essaie de créer une communauté qui va s'entraider. On a prévu aussi prochainement de faire des diagnostics NIS 2 avec Eunoia Security. On va mettre à disposition en fait un formulaire, et l'idée c'est qu'en 1 heure en fait on puisse faire un diagnostic rapide de où est-ce que vous en êtes sur votre conformité NIS 2, et je pense que ça vous aidera beaucoup. Voilà, puis on a notre page internet, on a aussi une page sur Eunoia Security, sur LinkedIn. Et sur notre site internet, on a aussi tout un tas de publications sur différents sujets d'actualité.